Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans l'univers merveilleux de Nec Plus Ultra. Sommaire. Génial et original, un peintre qui s'exporte à l'international. Un maître d'hôtel qui redore le blason de toute une profession. La solidité d'un jeune galeriste qui ne manque pas d'acuité. L'artiste pas comme les autres s'appelle Yves Clément. Il a commencé à peindre grâce à Pollock. Vous allez découvrir pourquoi. Rencontre. Un atelier au Perché est incroyablement bien placé dans ce quartier latin qui a vu tant d'artistes passer. Un trait de peintre performateur avec Jackson Pollock comme grand inspirateur. Yves Clément décore de ses tableaux les plus grands hôtels. C'est ainsi qu'il est un peu partout, comme chez lui. De San Diego à Miami, des couloirs aux têtes de lit, son concept Sleep with Art fait des émules. L'hôtel Grant en a inauguré la formule. Des œuvres originales réalisées avec la technique du dripping. Un simple morceau de bois en guise de pinceau. Cet hiver, cet enfant d'Albertville a transformé le grand sapin de Mégève en œuvre d'art géante. Il a fabriqué chacune des boules à la main en figeant ses peintures dans des boules de plexiglas. J'ai eu un bac artistique à Nancy. Et ensuite, pour la petite histoire, je suis retourné en Savoie. Je suis allé à Tignes, où j'étais pizzaiolo. Le propriétaire du restaurant m'a laissé mettre les tableaux au mur, mes tableaux au mur. Et arrive André Pacard, qui était le décorateur du roi du Maroc, qui me dit « C'est pas mal ce que tu fais, il m'en faut 300 pour la fin du mois. » Un conte de fées qui repose sur une technique empruntée. C'est complètement la technique à la Pollock. Une technique abstraite, à la base, et qui, chez moi, donne un peu de l'expressionnisme. On connaît des formes, des mouvements, des visages, bien sûr. Comme je n'ai pas les moyens de me payer un Pollock, donc j'ai décidé de m'en faire un. Avis aux amateurs, pour ceux qui aiment Dali, vous en avez pour quelques heures. Il y a eu, surtout avec l'action painting, les artistes américains comme Jackson Pollock, dont on parlait tout à l'heure, le renversement fondamental de la peinture. Dans le sens, c'est avant, on prenait une forme qui avait un sens, je prends votre visage, qui a un sens, je la traduis par des signes, que ce soit l'œil, etc., qui ont un sens. Même si je mets un œil ici, comme le cubisme, un autre là, voilà, on le reconnaît toujours comme ça. Avec Pollock, ce renversement de la peinture, c'est simplement des signes auxquels il faut donner un sens. Voilà. Alors moi, j'essaye de trouver le sens immédiat, ce qui est assez intellectuellement intéressant au moment où ça se fait. Et après, comme je vous dis, je suis aussi spectateur de mes œuvres, comme la plupart de ceux qui ont envie, en tout cas, d'entrer dans l'œuvre et d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Le sens n'est pas toujours là où on l'attend. Il peut jouer des tours surprenants. Ce sont des moments extrêmement, j'appelle ça vraiment magiques, dans le sens où les choses se font, comme vous avez pu vous en rendre compte, très rapidement. Il faut être en permanence sur la branche, dans le sens où il faut faire ce qu'on doit faire, non pas forcément ce qu'on a envie de faire, parce qu'il y a une nuance de taille. Voilà. Peindre par devoir, un manifeste pour un nouveau courant de l'art. Allez, direction Miami pour partir chez un collectionneur à la rencontre de la première œuvre de l'artiste. C'est avec elle que tout a commencé. Avant de s'en éloigner, le peintre a ouvertement copié celui qu'il a tant admiré. Ça, c'est la première? C'est la toute première. J'ai voulu me faire mon propre Pollock, mon propre dripping. Une peinture très habitée par ce geste premier qui l'a tellement inspiré. Et pourtant, son style a évolué et trouvé son propre trajet. Quittons à présent cette maison pour découvrir la suite de son œuvre au Grand Beach Hotel de Miami. Dès l'entrée, une œuvre très grand format nous ouvre ses bras. Ce mélange d'expressionnisme et d'abstraction donne quelque chose de très positif à ses créations. Une œuvre d'art, c'est encore un secret, je vais vous livrer, c'est une déclaration d'amour. C'est une preuve d'amour à ceux qui la regardent. Alors préparons-nous à des effusions car nous partons pour San Diego où 766 de ses créations sont en exposition. Ça fait un beau paquet de déclarations. Bâti en 1910, l'hôtel Grant est un hôtel 5 étoiles qui fait partie du patrimoine historique de la ville. Ses murs accueillent les peintures d'Yves Clément avec beaucoup d'allure. L'histoire est aussi amusante parce que j'ai un ami qui a eu ce chantier à San Diego.
C'était son premier chantier de décoration. Bon, une fois qu'il est installé, c'est de m'appeler pour me demander 3 grands tableaux pour mettre dans le lobby. Et après, on va dans les chambres, et là, il me dit oh, « j'ai mis ça en tête de lit, tu n'aurais pas une idée ?» Je lui dis « pourquoi tu ne mettrais pas une œuvre originale en tête de chaque lit ?» Donc, j'ai tout de suite après envoyé un tableau qui était le deuxième, en noir et blanc, qui était un basketballeur. Et bien sûr, ils ont visiblement aimé ça, en tout cas les propriétaires. Un tableau dans chaque chambre et dans chaque couloir, cela représente un travail colossal. Dans la première mouture, il y en avait 665 à faire et j'en ai fait 766, voilà. Puisque j'étais le seul contractant à finir en temps et en heure, alors que tous les autres ont fini 1 an après. L'hôtel est-il le propriétaire de toutes ces peintures? Elles sont louées pour une période de 10 ans. C'est du bon sens, c'est-à-dire ça représentait, si j'avais dû vendre toutes ces œuvres, le montant aurait été beaucoup trop important. Donc on n'aurait jamais pu obtenir un accord. Ça permet à plusieurs centaines de personnes par jour de voir mes œuvres. Du noir et blanc à la couleur, de San Diego jusqu'à Paris, la peinture d'Yves Clément désintègre la réalité mais reste totalement fidèle à son sujet. Ce qui est très important, c'est l'intégrité. Il faut savoir garder son intégrité et donc trouver son indépendance. Je n'ai jamais fait les choses pour faire plaisir aux autres. J'essaye d'être simplement l'outil de la création, comme je dis toujours. C'est une question de rythme et de puissance dans le rythme, c'est tout. Voilà. Et il faut simplement accepter d'être l'outil. À l'heure où l'on rêve de tout contrôler, le lâcher-prise n'est pas toujours facile à trouver. Et si on essayait de s'y coller? Aux sources de l'art, il y a cet élan créatif qu'Yves Clément rend si communicatif. Le maître d'hôtel, pas comme les autres, c'est Frédéric Kayser. Il est directeur de l'Épicure, le restaurant de l'hôtel qui nous reçoit. Il est meilleur ouvrier de France. C'est la rigueur et la classe incarnée. C'est ce que l'on appelle un des meilleurs modèles du service à la française. À l'approche du déjeuner, Épicure, le restaurant du Bristol, bouillonne. Alors que les cuisines s'affolent, les maîtres d'hôtel fignolent. Ce n'est pas pour rien que le classement TripAdvisor 2014 a élu meilleur hôtel de France le Bristol. Maître d'hôtel, c'est connaître les plats, savoir les servir, recommander un vin, savoir en parler et pour Frédéric Kayser, en tant que directeur, savoir l'enseigner. Le maître d'hôtel, c'est surtout la personne qui va être un petit peu en charge donc, des clients, de l'accueil, de son bien-être, de la manière dont on va le servir, de l'appréhender, le conseiller sur les choix, peut-être donc des plats, des vins avec l'aide des sommeliers, etc. Donc c'est la personne qui va être un petit peu en charge de tout le déroulement d'un service à proprement dit dans un restaurant. Et tout le personnel doit être au diapason. Notre brigade ici, par exemple à Épicure, la brigade avec laquelle je travaille, on est tout le temps en train de parler des produits. Quand on a un doute, on va voir le chef. Chef, pourquoi également ça? Parce qu'il y a cette philosophie également à retranscrire aux clients. Le chef, 3 fois étoilé, Éric Fréchon, met le maître d'hôtel au parfum. Alors, donc, ce nouveau plat. donc là, c'est vraiment la dernière création que je voulais qu'on goûte ensemble. Là, maintenant, ça y est, c'est au point. Donc, j'aimerais ton avis. On prend le poireau. On enlève la première feuille, bien sûr. On les lave. Ensuite, on le grille à la salamandre. Pourquoi on grille à la salamandre? Pour donner un petit peu un côté légèrement fumé au poireau et qu'il y ait une concentration de goût en fait dans le poireau. Donc on récupère que l'intérieur du poireau, on fait des petits tronçons, on intercale avec des huîtres, on remet juste à tiédir avec un beurre d'algue. Et donc là tu as la petite vinaigrette, tu as donc le beurre d'algue, un tartare d'huîtres, de l'échalote, de la cébette et du vinaigre de Xérès. Puis c'est à Frédéric Kayser de transmettre les informations concernant les menus. Romy, les nouveaux plats de la carte, on les voit rapidement s'il te plaît. C'est que ces plats gastronomiques nécessitent une véritable rhétorique. Surtout que sur une année, ils sont pléthoriques. C'est au maître d'hôtel de savoir valoriser tous ces plats minutieusement préparés. Alors, service à la française, c'est quoi? Je pense qu'on a une tradition en France, donc depuis des siècles, qui est reconnue à travers le monde entier, qui est l'art de recevoir, l'art du service, avec, je dirais, des règles bien instaurées. Service par la gauche, quand on dit qu'on sert à l'anglaise, par exemple, même si c'est à la française, mais ça fait partie intégrante du service à la française. Le service au guéridon, les préséances, et l'art du tranchage, du découpage, du flambage, font que tout ça, on fait la notoriété de notre service. Tout en ayant une connaissance vraiment accrue des produits, de la saisonnalité, de savoir en parler, de donner des anecdotes. Donc c'est vraiment très très vaste.
Et chaque mets a sa particularité et il faut l'enseigner. Donc le côté bombé donc, de la volaille, toujours vers le client. D'accord? C'est moins agressif au niveau donc, de l'œil. Faire attention, donc les repères un petit peu des logos sur l'assiette. Et on va donc napper ces suprêmes d'une sauce suprême liée au foie gras et vin jaune. Donc c'est tout simplement un bouillon donc ici donc de volaille qu'on a laissé réduire, légèrement crémé, lié au foie gras et parfumé au vin jaune du Jura. Et puis c'est une autre paire de manches qui commence avec le maître sommelier. Regarde, on a reçu un super produit, donc on l'a goûté déjà un petit peu, comme tu peux t'en apercevoir, c'est la mimolette, 36 mois. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on va proposer en accord mets et vin. Et donc, tu m'as parlé de Porto, c'est ça? Moi, je pensais peut-être faire aller dans un registre un petit peu avec un petit peu de liqueur, avec un petit peu de puissance. Ouais. Donc, je pense que le Porto pourrait quand même assez bien s'y prêter. Bah, toi, tout de suite, on est sur des vins qui sont complètement dépouillés. On est sur ces arômes un petit peu de tabac, un petit peu empyromatique, un petit peu évolué, sur des vieilles mimolettes comme ça, dans un registre un petit peu plus sec, sur des extraits secs beaucoup plus intéressants. Je pense qu'avec le type oxydatif, c'est un accord gagnant, quoi. En train d'être formé, cet apprenti ne semble pas très rassuré. C'est que l'ampleur de la tâche peut sembler démesurée. Une autre vocation également, c'est cette vocation de transmission et d'aider les jeunes à grandir avec nous. C'est pas seulement de dire, effectivement, votre travail, c'est de réaliser telle et telle tâche. Il y a cette partie-là, mais il y a également, je pense qu'on a un devoir de transmettre et de les aider. Le maître pâtissier Laurent Janin a aussi son vocabulaire, son jargon et ses méthodes particulières. Mais rien ne ferait vaciller le flegme de notre meilleur ouvrier. Avant, bien sûr, l'arrivée de chaque client, on va être là, il y a l'art de la table et l'art du service. Donc quand on parle donc, de l'art du service, c'est vraiment directement avec le client. Et l'art de la table, bon, bah, c'est vraiment, j'irai apprêter la salle à manger pour pouvoir accueillir nos clients et déjà les faire rêver quelque part, c'est-à-dire avoir une table bien dressée, donc c'est-à-dire un beau juponnage, bien repassé avec un beau tombant, un beau napperon, des couverts qui sont bien disposés, bien propres, bien brillants, avec une belle porcelaine qui est brillante également, une belle composition florale qui invite les clients bien sûr à s'installer et puis à prendre part, j'irai, à ce moment, à ce voyage gastronomique. N'est pas maître d'hôtel qui veut, il faut être dans différentes matières très talentueux. Il faut être omniprésent sur une table, tout en étant un petit peu absent visuellement. J'ai souvent l'habitude de dire que le luxe, finalement, c'est de faire un travail à haut niveau et que ça paraisse très naturel. Loin du maître d'hôtel en poulet, le service chez Frédéric Kayser est une seconde nature. Voilà de quoi redorer le blason de notre belle culture. Nous terminons cette émission avec un de ces jeunes dont nous raffolons. Il a 23 ans. Guillaume est la 5e génération d'antiquaires de la famille Léage. Il injecte à son métier une sacrée dose de modernité et c'est très rafraîchissant. C'est en 1992 que la galerie François Léage s'installe au 178 rue du Faubourg Saint-Honoré. En octobre dernier, François Léage nous a quittés de manière prématurée. Son fils Guillaume a hérité de son regard aigu sur le mobilier du XVIIIe siècle et perpétue la tradition familiale de 5 générations d'antiquaires. Une grande galerie sur les épaules d'un si jeune homme, mais on peut dire que cela fait 23 ans qu'il est dedans. J'ai appris mon métier depuis toujours, parce que je suis fils d'antiquaire, de la 5e génération d'une grande famille d'antiquaires. Alors j'ai travaillé avec mon père déjà depuis plus de 3 ans au sein de la galerie Léage, mais j'ai toujours grandi dans le milieu, donc on pourrait dire, comme souvent, que je suis né dans une commode, dans un tiroir de commode. Un papillon et un oiseau étaient penchés sur son berceau. Et que votre père vous a-t-il transmis? Il a appris le sens de la rigueur, de la sélectivité que nous avons dans notre galerie, des objets 18e authentiques, la période Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, des objets de la plus belle qualité. On a toujours aimé ce qu'il y avait de plus beau, de plus rare. Alors on nous présente pendant l'année un nombre important d'objets et c'est à nous de choisir. Mais c'est pas parce qu'on nous présente un grand nombre d'objets qu'il faut tout acheter. Il faut sélectionner avec chaque objet le plus de critères qui garantissent la qualité. Voilà une bien astucieuse table basse qui se transforme en pupitre. Mackintosh lui-même aurait été stupéfait. Alors il y a la qualité à la fois du bois,
le bois 18e, qui a, par exemple, sur des sièges, vous aurez une certaine teinte du bois qui a vécu pendant 200 ans. Et la qualité, bien sûr, des bronzes avec la ciselure, des bronzes dorés et ciselés. Il y a vraiment une qualité manuelle qu'on retrouve à la fois sur les bois et à la fois sur les bronzes, qu'on ne retrouve pas après le 18e. Ce bureau plat est l'œuvre de Charles Cresson. Ce qui est vraiment, qui a beaucoup d'émotions dans le 18e, c'est la diversité des objets qu'on a retrouvés sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, des styles propres à chaque période du 18e, et chacun ont conservé leur authenticité et leur grande qualité. Voilà une coiffeuse bien ingénieuse. Ce sont des objets où tout avait été bien pensé dans une période vraiment royale, une des plus belles périodes de France, avec les rois Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. On a à l'instar, par exemple, de Marie-Antoinette et tout ce qu'elle a créé à travers Riesner et les fabuleuses commandes qu'il y a eu. Tout était une histoire de proportions, de qualité, et notamment les proportions qui ont été toujours au XVIIIe parfaitement respectées, élégantes et bien pensées. Les mécanismes peu ordinaires du XVIIIe siècle se révèlent au travers de cette table secrétaire. Ce qu'on aime toujours mettre en valeur, c'est mettre de nouvelles acquisitions, de fabuleuses pièces que les clients auront plaisir, aussi bien européens, américains, ou même à présent asiatiques ou même du Golfe, venir voir et découvrir. Alors nous avons probablement, nous mettrons en valeur des nouvelles pièces qui sont une paire d'encoignures estampillées de Delorme, une paire d'encoignures en lac de Coromandel Louis XV. Adrien Delorme, qui était un grand ébéniste sous Louis XV, qui appartenait à la grande dynastie des Fesneau-Delorme. Alors ces lacs ont la particularité d'être des lacs de Coromandel, des lacs qu'on cherchait d'Extrême-Orient par bateau. On mettait 1 an pour les chercher, 1 an pour les ramener. Et ils provenaient de grands panneaux de décoration asiatique et étaient ensuite découpés et réutilisés pour les mettre sur le mobilier français. Alors c'est quelque chose au XVIIIe siècle qui était très raffiné, très apprécié pour leur nouveauté, leur diversité, pour les clients, les commandes françaises, mais aujourd'hui, quelque chose que les clients recherchent. Alors nous avons fait depuis 2 ans des nouvelles pièces et on voit les objets beaucoup mieux ressortir de façon très différente, mais très agréable. C'est-à-dire que nos objets sont vraiment intemporels et ils se marient aussi bien dans un décor ancien, classique, avec des belles boiseries 18e, que dans un décor beaucoup plus moderne, beaucoup plus épuré, qui pourrait très bien aller aussi bien avec un parquet ou même du béton. Le beau, c'est comme le noir, ça va avec tout. La définition du luxe aujourd'hui nous vient de Hollande. C'est l'un des 2 compères des Viktor & Rolf, mais je ne sais plus lequel. Quality, rarity, beauty. So chic les garçons, merci de nous avoir suivis. Merci au Bristol de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook. Avant de se quitter, je vous propose de découvrir un des codes de l'élégance à la française. Au revoir. Depuis le XVIIIe siècle, Baccarat, par les tables les plus prestigieuses, sa maison à Paris, irradie la lumière d'un art de vivre admiré et adopté à travers le monde. C'est le lieu rêvé pour illustrer l'enseignement dispensé par Sophie de Labigne, fondatrice de l'école L'Art et la Manière. C'est avec l'arrivée de Catherine de Médicis à la cour de France que les premiers signes ostensibles du savoir-vivre à table apparaissent, puisque la légende veut qu'elle importe de l'Italie de la Renaissance les premiers couverts et notamment la fourchette. La fourchette sonne le point de départ d'un art dont les codes rendent hommage à l'élégance et au savoir-vivre avec les autres en toutes circonstances. L'art de vivre à la française, c'est aussi l'origine de créations dont la finesse trouve encore aujourd'hui de nouvelles interprétations. L'essentiel, quand vous êtes invité à dîner ou quand vous allez recevoir,
c'est l'ambiance que vous allez pouvoir créer autour de votre dîner. Bien sûr, le fait d'avoir bien dîné, ça va être très agréable, mais de savoir si vous avez pris quelque chose, si vous avez rencontré de nouvelles personnes, s'il y a des nouveaux sujets d'intérêt que vous ignoriez et que tout d'un coup vous donne envie de découvrir d'autres horizons. C'est aussi très important de se dire que la conversation, tout comme la tenue à table, sont les deux piliers de la vie en société. Il faut savoir descendre de son piédestal pour que le savoir-vivre et ses codes ne nous enferment pas dans des pièges de cristal.